toi qui regardes cette vidéo, ne t'es-tu déjà pas dit que tes idées étaient les meilleures? Et que l'idéal serait un monde où tout le monde adhère à peu près à tes idées, à tes projets de société, ou en tout cas un monde où personne ne te contredit, soit parce qu'il ne veut pas, ou plutôt parce qu'il ne peut pas. Eh bien sache que certains sont déjà parvenus à le faire, en tout cas à plus petite échelle dans leurs pays respectifs. Les dictateurs. Dans l'histoire, on n'a fait que connaître des cas où des personnalités publiques, des politiques, etc., ou même des personnes sorties de nulle part, parviennent du jour au lendemain à s'emparer du pouvoir et à régner sans partage sur leurs états. Aujourd'hui encore, on compte un nombre assez conséquent de personnes qui pourraient être qualifiées de dictateurs, appliquant presque toutes les mêmes recettes pour rester au pouvoir. Mais justement, quelles sont ces recettes? Comment parvenir à transformer une démocratie en un régime autoritaire, parfois même avec le soutien de la population? Comment réussir à se maintenir au pouvoir pendant une très longue période, en limitant les risques de révolte? Lors de mes recherches, j'ai identifié 5 grandes étapes incontournables pour devenir un bon dictateur pur jus. D'ailleurs, n'hésitez pas après cette vidéo à tester l'expérience des 5 étapes sur des dirigeants connus aujourd'hui. Ça peut être assez intéressant comme expérience. Évidemment, si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Et sur ce, première étape, étape 1, se construire une image de sauveur. Bon, c'est clairement l'étape la plus difficile, mais si tu y arrives, le reste c'est plutôt simple. Quand un pays traverse une période de chaos, une crise économique ou un conflit social, la population cherche désespérément une solution. Et c'est souvent à ce moment-là qu'un futur dictateur peut entrer en scène. L'exemple parfait en la matière, c'est ce très cher Adolphe. L'Allemagne des années 1920 et 1930 était totalement ravagée par une république de Weimar instable et un traité de Versailles qui, en plus de nourrir un sentiment d'humiliation, accentue l'inflation qui menace le pays. Résultat, la Grande Dépression plonge le pays dans la misère. Et dans ce contexte, Hitler profite du mécontentement général pour se positionner comme celui qui redonnera à l'Allemagne sa grandeur. Le processus est le même en Italie après la Première Guerre mondiale. Le pays est en crise, l'économie est en difficulté et la peur du communisme grandit. Mussolini exploite donc cette instabilité pour promettre un état fort capable de rétablir l'ordre. Il est évidemment très important pour le futur dictateur d'apparaître comme l'unique solution. Il ne doit pas uniquement dire qu'il va régler le problème, il doit également préciser qu'il est le seul à pouvoir le faire. Le maréchal Pétain l'a très bien exploité. Il profite simplement de la débâcle de 1940 face à l'Allemagne pour se présenter comme l'homme providentiel, le seul capable, de par son expérience militaire et son grand âge, d'éviter un chaos total. Une dernière chose à faire pour confirmer cette image de sauveur, c'est évidemment pour le dictateur de détruire la crédibilité du système en place. Il doit attaquer violemment le gouvernement, ses représentants et son idéologie. Encore une fois, Hitler est un exemple parfait. Il passe des années à critiquer la République de Weimar, mais on peut aussi citer Fidel Castro à Cuba, qui attaque le gouvernement de Batista, dénonçant la corruption, l'injustice sociale et l'ingérence américaine, en se présentant comme l'opposant absolu à ce système défaillant. Maintenant que notre futur dictateur s'est construit une bonne image, il doit maintenant passer à l'étape la plus importante. Étape 2, prendre le pouvoir. Bah oui, avec trop de blabla et pas assez d'action, vous ne changez absolument rien. Donc on passe à l'action et on prend le pouvoir. Et comment on prend le pouvoir, me direz-vous? Bah écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu prends le chemin dit légal, c'est-à-dire utiliser les institutions démocratiques pour arriver au sommet, comme Adolf Hitler, encore lui, qui ne prend pas le pouvoir avec un coup d'état militaire, puisqu'en 1933, il est nommé chancelier légalement. Il a été tout simplement choisi par le peuple allemand. On a aussi le cas de Vladimir Poutine, dans les années 2000, puis une deuxième fois en 2012, qui arrive au pouvoir via des élections. Bref, la prise de pouvoir légale, c'est vraiment la prise de pouvoir pacifique. Mais bon, on le sait tous, si la plupart des dictateurs sont connus aujourd'hui, c'est pas pour leur prise de pouvoir pacifique, c'est plutôt pour leur coup d'état. C'est évidemment un grand classique des prises de pouvoir par la force. On se saisit d'une partie de l'armée, on s'assure du soutien d'une partie de la classe dirigeante et on se fait pas chier, on va directement récupérer ce qu'on estime nous revenir de droit, sans passer par aucune voie légale. On a évidemment un nombre astronomique d'exemples. Napoléon en 1799, Kadhafi en Libye en 1969, Assi Gota au Mali en 2020, Fidel Castro en 1959, Francisco Franco en Espagne en 1938, Pinochet au Chili en 1973, bref, le coup d'état reste un moyen très favorisé d'accession au pouvoir, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise de pouvoir démocratique semble favorisée, en particulier dans les états avec des institutions solides, évidemment. En tout cas, que ça soit par les urnes ou par les armes, le dictateur qui a maintenant accès au pouvoir doit s'assurer de ne plus jamais redescendre. Et pour ça, troisième étape, éliminer l'opposition.
Bon, déjà, on peut vous féliciter, vous avez réussi à prendre le pouvoir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas fini, évidemment, car tout le monde ne partage pas nécessairement vos projets de société, et encore moins la façon dont vous allez imposer vos projets de société, en particulier si vous avez pris le pouvoir par un coup d'État. Que ce soit de la part de journalistes, opposants politiques, etc., vous risquez de vous faire énormément critiquer, et ça, c'est inacceptable. Donc bon, dans ce genre de cas, on se fait pas chier, hein. On commence par censurer les médias, puis on les transforme en outils de propagande. L'expert incontesté en la matière, c'est Kim Jong-un, en Corée du Nord. C'est très simple, les seules informations accessibles sont celles que le régime t'autorise à regarder. Donc la télé, la radio et les journaux, tout est sous contrôle. Et Internet, c'est tout simplement interdit, voilà. On se fait absolument pas chier, hein, comme ça, on est sûr que nos chers concitoyens coréens ne seront pas corrompus par les idées de l'extérieur. Mais parfois, voire très souvent d'ailleurs, censurer ça suffit pas. Il y a toujours des opposants trop bruyants qui veulent pas lâcher l'affaire. Et donc là, on se prend pas la tête et on les élimine physiquement. Purge à grande échelle, perquisition, exaction de masse, torture, tous les moyens sont bons pour réduire un maximum de personnes au silence. Prenons Saddam Hussein. Dès son arrivée au pouvoir en Irak, il organise une purge sanglante. Il convoque tous les cadres du parti Baas, en accuse certains de trahison et les fait exécuter immédiatement. Résultat, plus personne remet en cause son autorité. Plutôt efficace. Dans le même genre, Francisco Franco, en Espagne, prend le pouvoir en 1938. Il lance directement une répression brutale, exécution de masse, prison remplie d'opposants, exil forcé, etc. La peur devient un outil de contrôle, tout simplement. Enfin, un dictateur avec de la cervelle ne se contente pas de réagir aux menaces, il les anticipe. Et pour ça, quoi de mieux que de créer une police secrète spécialisée dans la traque de résistants. Et ici aussi, les exemples ne manquent pas. On a la Gestapo d'Hitler, le KGB ou encore la Stasi, en Allemagne de l'Est, spécialisée dans l'espionnage de millions de citoyens qui composaient la République démocratique allemande, avec des dossiers ultra détaillés sur chaque personne susceptible d'être une menace. Si vous critiquiez le régime, vous étiez même souvent arrêté avant même de pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui encore, des polices secrètes existent sous d'autres formes. En Chine, le Parti communiste surveille les citoyens à l'aide d'un immense réseau de caméras et d'algorithmes. Même pas besoin d'un KGB, les opposants sont identifiés en temps réel et arrêtés avant même qu'ils n'agissent. Bon, maintenant, vous avez réussi à prendre le pouvoir et à éliminer vos opposants, mais ce n'est toujours pas suffisant. Vous aurez remarqué qu'il reste 2 étapes, et pas des moindres puisqu'elles sont indispensables pour garantir la pérennité de votre régime. Car oui, être au pouvoir c'est bien, mais y rester c'est quand même mieux. Et quelle est la solution ? Étape 4, se donner les pleins pouvoirs. Modifier les règles du jeu une fois que vous en êtes devenu son maître, ça me paraît assez logique pour tout dictateur qui se respecte. Un bon dictateur commence toujours par bidouiller les lois et la constitution pour rendre son pouvoir incontestable. Par exemple, Xi Jinping en Chine, qui modifie la constitution pour pouvoir devenir président à vie. Ou encore Adolf Hitler. Bon, oui, d'accord, je parle beaucoup d'Hitler, mais c'est pas de ma faute si c'est l'exemple parfait pour chaque cas. Bref, une fois chancelier, il fait passer la loi des pleins pouvoirs en 1933, qui lui permet de gouverner sans le Parlement, littéralement. Donc il n'est plus soumis à quelconque vote. Alors, pour les dictateurs un peu plus subtils, ce qui est intéressant, c'est de continuer à faire croire qu'on est dans une démocratie, notamment pour garder un semblant de légitimité. Donc le principe, c'est de surtout pas se mettre de mandat à vie, non ça c'est mort. Par contre, on continue d'organiser des élections, évidemment en s'assurant de toujours gagner ces élections. Sinon c'est pas drôle. Et c'est comme ça qu'on a vu naître des spécialistes des élections truquées. Saddam Hussein en 2002, qui organise un référendum pour savoir s'il peut rester président. Résultat, 100% de vote en sa faveur. Oui, 100%, le mec n'essaye même pas de faire semblant. Mais mon exemple préféré d'élection truquée, c'est Napoléon III. Après son coup d'état en 1851, il organise un plébiscite, donc l'équivalent d'un référendum pour savoir si le peuple français approuve ou non son coup d'état et le soutient, pour pouvoir ensuite modifier la constitution comme il le veut. Sauf que le petit Napoléon, il a pas trop envie qu'on lui dise non. Et du coup, pour que le vote se passe comme il le souhaite, il fait en sorte que les bulletins oui et non soient de couleurs différentes. Et vu que ça se fait à découvert et pas dans les isoloirs, tout le monde sait si vous avez voté oui ou non. Donc là, forcément, c'est un peu compliqué de voter non, surtout quand t'as les autorités à côté. Donc dans le doute, on vote oui, et puis de toute façon, j'étais quand même un peu d'accord finalement. Résultat, 92% des votants disent oui, et Napoléon a les mains libres pour mettre en place son empire. Ce qui est intéressant aussi pour le dictateur, c'est de contrôler l'état de l'intérieur, en mettant des hommes de confiance absolument partout. Un pro en la matière, Vladimir Poutine encore une fois. En Russie, les postes clés, armée, médias, justice, sont tous dirigés par des fidèles. Un autre cas assez marquant, c'est celui de Kadhafi en Libye, qui
qui met surtout des membres de sa famille au pouvoir. Il place ses fils dans des postes politiques ou militaires stratégiques. Quant à ses cousins et ses frères, il leur réserve le secteur de la police et de la finance. Et il accorde des privilèges aux tribus qui le soutiennent. Alors la faiblesse de ce système, c'est que si toi tu tombes, ta famille tombe avec toi. Et donc c'est pas forcément très pratique, notamment lors des révolutions, et c'est ce qui s'est passé pour Kadhafi en 2011. Bon, et maintenant la dernière étape. Vous êtes au sommet et plus personne ne semble pouvoir vous arrêter. Mais maintenant, il faut commencer à penser à l'avenir. Car oui, si vous voulez rester indétrônable, bon en gros, si vous voulez que ça se passe bien pour vos successeurs, l'idéal c'est que le peuple vous adore plus qu'il vous craigne. Et pour ça, étape 5, créer un culte de la personnalité. Donc ici, l'objectif est très simple. Glorifier votre image, donner la sensation d'être omniprésent et faire en sorte que votre propre population vous vénère. Et pour ça, on a plusieurs techniques. La première, c'est vraiment d'y aller à l'extrême en faisant des statues, des temples et d'autres portraits absolument omniprésents dans le pays. Kim Il-sung et Kim Jong-il en Corée du Nord sont les maîtres incontestés de la matière. Le pays est un véritable musée à ciel ouvert de leur grandeur. Des statues gigantesques, des fresques géantes, des portraits absolument partout dans le pays, jusqu'à dans les maisons, et ils ont même un mausolée où ils reposent carrément comme des divinités. Une autre technique qui est vraiment pas mal d'ailleurs, c'est de se donner des titres glorieux. Et pour ça, on a évidemment une ribambelle d'exemples, avec le Duce, le Führer ou encore le Petit Père des Peuples, mais mon préféré c'est Idi Amin Dada en Ouganda, qui s'est carrément proclamé, je cite, « Sa Majesté, président à vie, conquérant de l'Empire britannique en Afrique ». Bon, ce mec avait clairement un ego plus haut que mon plafond, Certains iront même encore plus loin en allant carrément se considérer comme des descendants de Dieu. Les spécialistes ici, c'étaient les empereurs romains, comme Auguste, le premier empereur de Rome, qui s'est carrément fait appeler fils du divin, sous-entendant qu'il était pratiquement un demi-dieu. Son successeur, Caligula, est allé encore plus loin. Il s'est carrément fait construire un temple pour qu'on lui rende un culte dédié, forçant la population à l'adorer comme une divinité. Bon, se faire vénérer comme un dieu, se faire construire des statues, etc., on peut pas vraiment aller plus loin. Si. Et si je vous disais que certains allaient même jusqu'à réécrire l'histoire ? Kim Il-sung en Corée du Nord a carrément réécrit le récit de la guerre de Corée de 1950 pour manipuler le peuple coréen et faire croire que ce sont les Américains qui sont à l'initiative de la guerre, ce qui est totalement faux. L'objectif ici, c'est clairement de créer une identité nationale fondée sur sa figure, en maintenant dans un état de soumission par la propagande et la désinformation sa propre population. Bon bah voilà, maintenant vous avez accompli les 5 étapes et vous avez toutes les qualités pour devenir un dictateur accompli. Bon, plus sérieusement, cette vidéo est à prendre au second degré, au cas où certains auraient des ambitions politiques douteuses. L'histoire nous montre que beaucoup de dictateurs finissent par tomber, évidemment, au bout de plusieurs années, voire même quelques semaines pour certains. Et puis même, très souvent, selon vos méthodes, vous ne laissez pas forcément une très bonne image derrière vous, et l'état du pays peut même avoir empiré à cause de vous. Mais bon, au moins, si un jour vous prenez le contrôle d'un pays, vous penserez à moi. Bref, cette vidéo était évidemment à but humoristique et informatif, et évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo, ce serait vraiment bien pour le référencement. Et sur ce, je vous dis ciao.